Bienvenue à tous, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir pour la présentation de ce 32e rapport Cyclope. 32e rapport Cyclope, en clair ça veut dire que le premier a été publié en 1987 et en réalité nous avons même un historique un peu plus long puisque le tout premier qui ne s'appelait pas Cyclope mais qui s'appelait Les marchés mondiaux en 84-85 avait été publié au printemps 1985, donc il y a maintenant 33 ans. Nous sommes sur ces 33 ans passés de 250 à 850 pages. Nous sommes passés de 5 à 60 collaborateurs, rédacteurs un petit peu partout dans le monde et en France. Et avec les problèmes de transport, certains ne sont pas encore arrivés de leur lointaine province. Et puis il y a eu quand même un changement majeur, c'est que le garçon qui est là, qui est debout, Yves Gégourel, assume maintenant la responsabilité coéditoriale de ce Cyclope. Il aurait tout à fait sa place ici si nous avions une table et non point un pupitre. Je voudrais d'ailleurs vous présenter ceux des auteurs qui sont là. Je les en remercie et qui pourront répondre à vos questions. Donc, je vais prendre au fur et à mesure que je les identifie. François Luguenot qui a fait la partie céréales, Jean-Joseph Boyau qui est l'homme de l'Inde, Sylvie Corneau-Gandolf qui est la femme du charbon, Anne-Guillaume Gentil qui est l'africaine, Francis Perrin l'homme du pétrole, Amandine Our qui, alors là, ce sont des produits qu'il faut découvrir, le thé, le sisal et quelques autres produits. Qui ai-je oublié ou que je n'ai point vu? Yves Gégourel, qui a supervisé l'intégralité de la partie sur les métaux. Certains autres nous rejoindront au fur et à mesure de la matinée. Alors, il faut quand même que je vous donne quelques explications, en particulier sur le sous-titre de Cyclope de cette année. Ceux d'entre vous qui resteront d'ailleurs cet après-midi pour le colloque traditionnel que nous organisons seront accueillis par le choral de la cantate 31 de Jean-Sébastien Bach, Der Himmel lacht und die Erde jubiliert. Je ne vous cache pas que mon éditeur préféré, Jovan Pawlewski, puisque là c'est une fidélité qui n'a pas changé, nous sommes toujours édités chez Economica, même s'il y a une version électronique tant en français qu'en anglais, m'a dit non mais tu peux pas faire un titre en allemand, personne ne va comprendre, etc. Mais la version française ou anglaise, mais l'allemand... Et c'est en allemand, c'est le titre d'une cantate de Jean-Sébastien Bach qui fut donnée pour la première fois pour le temps de Pâques de 1715. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas germanophones, je traduis « Le ciel rayonne et la terre jubile ». Pour rien vous cacher, c'est un des auteurs, Alessandro Giraudo, qui a écrit toute la partie sur les taux et les devises, qui a eu cette idée je salue Patricio Mendes del Villar, l'homme du riz, et donc il y a eu cette idée finalement ce titre qui nous a fait quand même assez largement réfléchir, dans la mesure où effectivement il résume assez bien
l'ambiance générale qui règne sur la planète économique, dans la mesure où nous avons une croissance économique qui est extrêmement forte, nous avons des marchés boursiers qui ne savent plus jusqu'où monter, et nous avons même un retour à la croissance de pratiquement tous les pays du monde. Alors, vous verrez d'ailleurs dans l'avant-propos, je reviens un petit peu sur le choix de ce titre, et ça nous a quand même, Yves et moi, on était quand même un peu gênés. Et, chers amis journalistes, n'oubliez pas une chose, lorsqu'un économiste vous affirme que tout va bien, c'est en général le moment où il faut ouvrir votre parapluie. Nous avons quelques exemples historiques fort célèbres. Début octobre 1929, celui qui était probablement un des économistes américains les plus respectés de l'époque, Irving Fisher, écrivit un papier dans lequel il disait que les prix des actions avaient atteint un niveau qui semblait être permanently high plateau, un haut plateau permanent. Nous sommes en début octobre 1929, vous savez ce qui s'est passé à la fin octobre 29, et lorsque Roosevelt rentra à la Maison-Blanche en mars 1933, les actions américaines avaient perdu 85% de leur valeur. Et au fond, Irving Fisher, qui était un bon économiste, qui a fait des travaux tout à fait respectables, est passé à la postérité pour cette bourde. Plus récemment, je me souviens d'un texte de Paul Samuelson, et tous ceux de ma génération ont travaillé sur l'économique de Samuelson, qui a été notre livre de base d'études économiques. Samuelson écrivant, on est aux alentours de 70 ou 71, maintenant, les économistes, nous sommes capables d'anticiper et de prévenir les crises économiques. C'était 2-3 ans avant la crise de 73-74. Pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé un certain nombre de textes un petit peu identiques aux alentours de 2005-2006, l'un d'entre eux même signé d'un économiste fort prolifique que vous connaissez bien, qui s'appelle toujours Patrick Artus. Et ça, c'était pour le côté français. Donc, quand un économiste vous dit que tout va bien, sachant qu'il a une certaine tendance naturelle à l'erreur, comme chaque être humain, il faut commencer à se méfier. Donc, ce syndrome d'Irving Fisher nous gênait un petit peu dans le choix de ce titre, mais que je trouvais tellement beau. Et finalement, j'adore cette phrase, qui est aussi un signe d'espérance en temps pascal, que finalement nous l'avons pris. Et nous avons eu la chance que notre graphiste choisisse une couverture qui un peu inspirée du romantisme allemand du XIXe siècle, dans lequel vous avez certes du soleil, mais dans un sous-bois, avec de l'ombre. Et cette ombre, bien entendu, c'est ce que j'appellerais le côté obscur de la force. Et il faut bien reconnaître que depuis 2 ou 3 mois, nous sommes largement servis par ce côté obscur de la force. Je disais à certains d'entre vous en riant que j'avais demandé à mon ami Donald de programmer un certain nombre de ses décisions juste pour la publication de Cyclope, de manière à ce que nous soyons totalement dans l'actualité. Alors effectivement, quand même, bah oui, le ciel rayonne. Le ciel rayonne puisque nous avons une croissance économique mondiale qui frise presque les 4%. Les prévisions du FMI pour cette année sont à 3,9%, ce qui nous ramène à des temps heureux, ceux du début du XXe siècle. Les marchés boursiers, nous avons toute une partie sur les marchés boursiers rédigée par notre ami Gérard Orny. Les marchés boursiers tirés certes par les GAFAM, avec peut-être quelques
quelques éléments de bulle, mais nous n'y reviendrons pas. Les marchés boursiers sont à des niveaux de valorisation que nul n'eût imaginé il y a seulement quelque temps. Nous avons eu, et c'est vrai, même avant les décisions de notre ami Trump, nous avons eu un incontestable rebond des marchés de matières premières dans le courant de 2017. Ça, on vous en parlera plus longuement, bien entendu, à une exception notable, celle d'ailleurs que couvre François Luguenot, puisque, bah oui, malheureusement, côté marchés agricoles au sens large, céréales, sucre au sens le plus étroit, là nous sommes dans une période d'atterrissage de plus en plus douloureux quand même. Alors oui, le ciel rayonne et l'on peut dire que la Terre jubile. Elle s'est largement endettée à bon compte, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Nous avions beaucoup parlé l'année dernière des taux négatifs. C'est un tout petit peu rentré dans l'ordre, mais on reste quand même avec un océan de liquidités, d'endettement d'ailleurs, qui commence à devenir inquiétant, et qui ont largement fourni un certain nombre, non point de bulles, mais je cite toujours sur quelques prix sur 2017 qui m'ont paru frappants, 450 millions de dollars. C'est quoi 450 millions de dollars à votre avis? C'est le dernier chapitre de Cyclope. C'est le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. 450 millions de dollars achetés, je vous le signale, avec de l'argent pétrolier, puisqu'on sait maintenant que c'est Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a acheté ce tableau. 222 millions d'euros, ceci vous dit-il quelque chose? Ça, c'est plus facile. Et c'est dans l'actualité presque de ce soir, d'ailleurs. Eh oui, Neymar, bien entendu, et je pourrais rajouter d'ailleurs 35 millions d'euros, qui est le prix d'un hectare d'un petit domaine dans le Bourgogne, acheté par la famille Pinault. Neymar ayant été acheté par le PSG étant financé par le Qatar, et donc indirectement par du gaz naturel. Bon, ceci fait partie de cette jubilation. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le marché de l'art, nous avons eu la semaine dernière la vente de la collection Rockefeller, qui a quand même fait elle aussi un record, puisqu'elle a fait le double de la collection Berger, qui était déjà la vente du siècle, puisque je crois qu'au total, ça a donné 863 millions de dollars. Moins excitant d'ailleurs que ce que l'on en attendait un petit peu. Donc, oui, la Terre jubile dans une certaine manière. Mais il y a bien entendu ce côté obscur de la force. L'année dernière, en 2017, nous avions, c'était une idée d'Yves, choisi comme sous-titre de Cyclope, cette fois-ci c'était un livre de Pearl Buck, c'était Vent d'Est, Vent d'Ouest. Ça, c'était très bien trouvé. Dans la mesure où effectivement l'année dernière a été marquée par des vents d'Est. Les vents d'Est, ça a été la confort, la prise totale de pouvoir en Chine par Xi Jinping, le 19e congrès du parti, et puis fin 2017, début 2018, le fait que Xi Jinping s'est à enlever les quelques barrières au pouvoir personnel qu'avait pu mettre en place Deng Xiaoping et à éliminer finalement la limite temporelle qui aurait normalement dû l'amener à quitter le pouvoir en 2022. Donc prise de pouvoir totale par Xi Jinping, on a, c'était totalement anticipé, ouvrez les guillemets, des élections en Russie et là encore le 4e mandat qui a été commencé il y a quelques jours de Vladimir Poutine. Et puis, du côté du vent d'Ouest, nous avons eu
Donald Trump. Et de ce côté-là, ce n'est pas du vent dont il faut parler, c'est plutôt de tempête. Alors, je vous rappelle de ce point de vue-là que Cyclope est terminé de rédiger en février 2018. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dont nous traitons, et il y a un certain nombre d'éléments dont nous n'avons pu traiter, puisque l'actualité va pratiquement jusqu'à hier, ou au moins le début de la semaine. J'y reviendrai. Ce sera un des thèmes d'ailleurs que j'aborderai beaucoup plus longuement cet après-midi à l'occasion du colloque. Alors, dans la partie que nous traitons, on a eu quand même l'abandon du TPP, l'accord de libre-échange asiatique négocié par Obama, qui finalement d'ailleurs a été signé par tous les partenaires, sauf les États-Unis. Nous avons eu l'abandon de l'accord sur le climat, de l'accord de Paris, et nous avons eu aussi la renégociation de l'ALENA, qui doit normalement d'ailleurs être plus ou moins conclue demain, puisque Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, a mis un deadline pour que l'ALENA, le nouvel ALENA, puisse être voté par le Congrès avant le recess qui va précéder les élections de novembre, au 17 mai. Donc, on ne sait pas si il y aura un texte, c'est-à-dire est-ce que États-Unis, Mexique et Canada vont pouvoir se mettre d'accord tant les problèmes, tant les zones de difficulté paraissent importantes. On a eu aussi, alors ça c'était juste au moment où on bouclait Cyclope, donc on a pu un petit peu en parler, le début de la guerre avec la Chine, dans un premier temps acier-aluminium, sachant que cette guerre a fait un certain nombre de victimes collatérales, puisque comme vous le savez, les surtaxes sur l'acier et l'aluminium qui visaient au départ la Chine ont été largement étendues à l'ensemble des partenaires des États-Unis, y compris les alliés. Nous y reviendrons. Ce que nous n'avions pas encore, et donc qu'il faut déjà actualiser pour le Cyclope 2019, eh bien c'est l'offensive sur les technologies vis-à-vis de la Chine, qui va beaucoup plus loin, bien entendu, que le simple acier et aluminium, qui a déclenché de la part de la Chine des réactions sur le soja, la viande de porc, les ferrailles, etc. Et ce que nous n'avions pas eu non plus, ce sont les sanctions vis-à-vis de la Russie et d'un certain nombre de proches du président Poutine, dont le dénommé Oleg Deripaska, ce qui a provoqué la crise de Roussal et la flambée des prix de l'aluminium au mois de mars, ce que nous n'avions pas vu non plus, même si on pouvait commencer à l'anticiper, et Francis Perrin, dans son papier sur le pétrole, en parlait déjà un peu. Ben oui, ça a été quand même la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, avec toutes les conséquences que ceci peut avoir. J'ai titré mon papier « Trump Unbound », c'est-à-dire Trump sans finalement Trump déchaîné, Trump sans aucune limite, et incontestablement on est passé, alors je salue Sébastien Abyss, qui est l'homme qui a fait la partie Proche-Orient, Méditerranée, etc. Donc il est au cœur justement de ces petits problèmes iraniens. On est passé de America First à America Alone. Incontestablement, il est encore presque trop tôt pour mesurer toutes les conséquences de ce que cela signifie. C'est en tout cas la fin vraiment de ce vieil ordre westphalien dont on se félicitait encore il y a quelques années. Alors, comme toujours, bien entendu, il y a des tas de gens tout à fait intelligents sur les problèmes de géopolitique, etc.
la particularité de Cyclope, c'est d'avoir un prisme. Et ce prisme, ce sont les marchés de matières premières. Et comme toujours, même si nous sommes dans un monde qui se dématérialise, y compris Cyclope d'ailleurs, même si les débats vont porter aussi sur les hautes technologies, sur la propriété intellectuelle, etc., ben, c'est quand même le concret qui revient. Et le concret, dans l'échange international, ce sont les matières premières. Et donc, dans ce côté obscur de la force, qui est-ce qui est concerné? Qui est-ce qui se retrouve dans l'ombre de cette couverture? Ben, ce sont des marchés aussi différents que ceux de l'acier, de l'aluminium, alors, bon, ça, c'était connu, mais de la viande de porc, mais du soja, mais des ferrailles, mais du sorgho, pour citer quelques produits, mais il y en aura d'ailleurs bien d'autres, tant les conséquences géopolitiques peuvent être importantes, bien entendu le pétrole, le gaz naturel, etc., etc. Voilà un petit peu le contexte général dans lequel on peut situer ce rapport Cyclope. Alors, quelques grandes leçons de cet ouvrage, que je vous encourage bien entendu à lire. Je ne peux pas vous dire que vous allez en faire votre livre de chevet, mais maintenant j'imagine qu'on dort aussi avec ses écrans devant soi, donc vous pourrez largement l'utiliser. Quelques éléments que je voudrais souligner, et puis sur lesquels certains auteurs pourront revenir. Le premier, c'est que nous assistons, et ça on le retrouve bien dans ce Cyclope, nous assistons à une nouvelle donne sur le marché mondial de l'énergie. Et soyons honnêtes, on est relativement loin de nos ambitions, j'allais dire de nos illusions, en matière de transition énergétique. C'est vrai que je dois battre ma culpe. Vous trouverez dans ce livre aussi les prévisions que nous faisons chaque année au mois de janvier, sur l'évolution des prix attendus sur l'année. Dans l'ensemble, pour l'instant, on n'est pas mauvais, sauf un cas. Alors, bien entendu, les prévisions, je tire mon parapluie, nous les faisons à conditions géopolitiques et climatiques constantes. Bon, néanmoins, la prévision sur le prix moyen du Brent pétrole sur 2018, j'étais relativement baissier. Francis devait être un peu plus haussier, mais bon, j'ai pris mon risque. Elle était de 60 $. Nous sommes actuellement à 77 ou 78. Alors, sur les marchés à terme, sachant que la réalité sur les marchés physiques est quand même, il y a quand même un différentiel relativement important. Il n'en reste pas moins que la moyenne des prix sur les 4 premiers mois de l'année doit être à vue de nez aux alentours de 70 $ et que, effectivement, nous avons un retour, un rebond du pétrole. Je ne suis pas sûr que j'achète les prévisions des uns et des autres qui commencent déjà. Alors Goldman Sachs nous a dit qu'on aurait un pic à 82 $. J'adore la précision en la matière, un pic à 82 $ au mois de juillet prochain, mais depuis la décision de Trump, alors ça, c'est pas forcément. Je pense que le marché l'a déjà un peu anticipé et en tient déjà compte. On parle de 90, voire de 100 $ le baril. Sachons raison garder, même si, bien avant même la décision de Trump, on était obligé de constater qu'il y avait une assez remarquable discipline de la part de l'OPEP et de la part des pays non OPEP, mais alliés à l'OPEP, dans ce grand jeu qui caractérise aujourd'hui la scène moyen-orientale et dont le pétrole est un des terrains d'action. C'est vrai
que nous avons aujourd'hui une réduction de production de la part de l'OPEP qui est aux alentours de 120-130% suivant les mois de leurs engagements, ce qui était inimaginable. Alors l'OPEP a eu beaucoup de chance et vous verrez avec intérêt tout le chapitre sur l'Amérique latine où notre ami Jean-Yves Carfentan, qui ne sera pas là ce matin mais qui sera là cet après-midi, dont je vous signale la publication de l'excellent livre chez François Bourin, Brésil, les illusions perdues. Jean-Yves est le seul homme qui a pratiquement au bout d'un an de mandat de Dilma Rousseff m'avait dit « Vous verrez, elle ne terminera pas son mandat ». Eh bien, effectivement, il avait raison. Je salue le président de l'Auto, mon cher Robert. Tu vois que nous essayons de remonter et de faire un peu de géopolitique. Parfait, je vous encourage, je vous félicite, chers publics, et tous ceux qui sont aussi ici. Donc Robert Panhard est le président de l'Automobile Club de France qui nous accueille chaque année et avec grand plaisir. Donc le Venezuela qui a vu sa production s'effondrer. Vous savez que j'ai une problématique qui revient régulièrement où j'aime bien parler de la malédiction des matières premières. Je dirais que le Venezuela en est aujourd'hui l'exemple le plus criant, le plus vivant, le plus absurde aussi, soyons honnêtes. Mais la production vénézuélienne est aujourd'hui de l'ordre de 1,5 million de barils jour, là où autrefois on les a connus aux alentours. Francis, quel était le maximum? 2,5 ? 3 millions. 3 millions. Rendez-vous compte ce que cela représente dans le chaos vénézuélien. Alors rajoutez aussi quelques problèmes en Libye, en Angola, etc. Et c'est vrai que nous avons eu de ce point de vue-là une discipline des producteurs voulue ou subie quand même assez remarquable, sachant que bien entendu de l'autre côté nous avons un extraordinaire développement des pétroles de schiste aux États-Unis où pratiquement chaque mois les productions augmentent. L'agence américaine de l'énergie vient d'annoncer ses prévisions pour le mois de juin et on aurait encore en juin une augmentation de 140 000 barils jour de la production au point que ceci commence à poser d'énormes problèmes car il n'est point certes, il faut produire, mais il faut aussi être capable de transporter. Et aujourd'hui, le grand problème et le goulot d'étranglement de la production américaine, c'est incontestablement la partie logistique. Mais nous avons incontestablement sur le pétrole une nouvelle donne dont il faut largement tenir compte, sachant bien entendu que va se poser le problème de savoir quel va être l'impact exact de l'embargo américain sur le pétrole iranien. Un certain nombre de pays vont probablement réduire, voire diminuer totalement leurs importations en provenance de l'Iran, le Japon, la Corée très probablement, la Chine et l'Inde seront bien entendu beaucoup moins concernés. Sur les marchés aujourd'hui, on évalue entre 200 000 et 1 million de barils jour, ce qui me paraît un peu excessif, l'impact que ceci pourrait avoir en termes de réduction des exportations iraniennes. Au-delà du pétrole, ce qui me paraît important, c'est que 2017 a confirmé l'avènement d'une nouvelle commodité, très chère à Sylvie Corneau-Gandolph, qui est le gaz naturel liquéfié. Et quand je dis nouvelle commodité, au sens, vous savez que pour moi, un produit, vous pouvez avoir une matière première, mais cette matière première devient une commodité lorsque le mécanisme de formation des prix se forme sur des marchés où se rencontrent l'offre et la demande, sur des prix qui sont de plus en plus des prix spot, avec éventuellement le développement de marchés dérivés. Yves Gégourel pourrait analyser cela de manière beaucoup plus scientifique et avec le jargon économiste beaucoup plus développé que le mien. Je ne suis qu'un historien, je vous le rappelle. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le GNL. Autrefois, le GNL, c'était une chaîne relativement lourde, avec
avec des gros trains de liquéfaction, des gros méthaniers, de grosses usines de regazéification. Et donc, les importations et le commerce du gaz naturel étaient limités à quelques grands importateurs et en général, étant donné le poids des investissements, sur la base de contrats de longue durée, parfois indexés sur le pétrole, mais en tout cas, il n'y avait pratiquement pas de marché spot. Aujourd'hui, le GNL est en train de devenir une commodité avec le développement de marchés dérivés sur la base d'un indice calculé par Platts, le Japan Korea Marker, et puis surtout parce que on sait aujourd'hui faire des petites unités de regazéification sur d'anciens méthaniers, donc des petites unités flottantes, ce qui permet à nombre de pays de pouvoir maintenant utiliser du gaz naturel dans leurs centrales thermiques à la place du charbon qu'ils importaient jusque-là. C'est ce qui se passe sur la côte africaine, c'est ce qui se passe dans des pays comme le Pakistan, etc. On voit d'ailleurs toutes les grandes boîtes de négoce internationales devenir des acteurs majeurs en ce domaine. Et donc, s'il est peut-être un produit qui est en train de faire sa révolution culturelle un peu à l'identique du pétrole lorsqu'il est devenu une commodité en 1985, lorsque l'OPEP perd le contrôle du marché, du jour au lendemain, le pétrole est coté sur des marchés et donc le pétrole devient une commodité. Eh bien, je pense qu'en 2017, le GNL est devenu une commodité. Et puis, Sylvie pourra vous en parler, comment ne pas rappeler... Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète, parce que le gaz naturel, c'est quand même nettement moins polluant, et il me semble que le gaz naturel, même si Christian Pertuis, qui a rédigé la partie sur le climat, nous dit, bon, ouais, le gaz naturel, c'est bien, mais c'est pas suffisant si on veut respecter tous nos engagements en termes de changement climatique, il ne reste pas moins que le gaz naturel, c'est quand même nettement mieux que le charbon. Et là aussi, ce que vous constaterez à la lecture des papiers de Sylvie, c'est que le charbon a connu une très très belle année. Nous n'enterrons pas le charbon. Et la demande de charbon reste importante, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de l'Inde. Et donc, même si l'Europe est en train d'essayer de tourner difficilement pour certains pays la page du charbon, j'avoue que la prochaine réunion de la COP, alors je crois que ça va être la COP 24, c'est ça ? Va se trouver en Pologne, grand pays charbonnier s'il en est. C'est quand même un peu un paradoxe. Il n'en reste pas moins qu'on n'a pas encore enterré le charbon et très très loin de là. Donc une nouvelle, enfin des évolutions de la scène énergétique qui sont quand même extrêmement intéressantes à suivre. Deuxième grand chapitre sur lequel je voudrais aller rapidement, en 2017, nous avons enterré la politique agricole commune. Alors, il y a pas mal de journalistes agricoles parmi vous. Alors, attention, quand je dis enterrer la politique agricole commune, je dis simplement que nous avons enterré la politique agricole commune de ma génération. Il doit être le plus ancien ici, mais Philippe Boyer, nous avons été bercés par une politique agricole commune dont la philosophie de base était l'organisation des marchés et leur régulation au sens de la production de prix administrés, politiques, et qui stabilisait totalement les marchés agricoles en Europe, qui nous ont permis finalement de vivre à l'écart des tempêtes mondiales. Alors, que s'est-il passé en 2017 ? Eh bien, le 30 septembre 2017, le dernier pan de cette politique agricole commune première manière, ce dernier pan a disparu avec la fin des quotas sucriers. C'est symbolique, bien entendu, mais je crois que c'est là important, surtout à un moment où on est en train de rediscuter, et vous savez que c'est la problématique du jour, les projets de budget
agricole et donc de nouvelles PAC pour la période 2020-2025, si mes souvenirs sont exacts, dans lequel on entérine pratiquement la fin de cette politique agricole commune qui intervenait sur les marchés. Elle devient une politique purement orientatrice et vous le savez, en des temps devenus un peu plus difficiles, où la représentation agricole est moins forte aussi du point de vue politique, avec une volonté de Bruxelles de se laver de plus en plus les mains et de laisser aux États pleine liberté de faire ce qu'ils veulent en matière d'aide agricole, c'est-à-dire dans un certain nombre de cas, pas grand-chose. Alors, fin de la PAC, au moins de la PAC première génération, mais ce n'est pas la fin des politiques agricoles. Vous avez dans Cyclope tout un chapitre de notre ami Ralph Fichter sur la renégociation, la discussion du Farm Bill. C'est aussi au programme de notre cher Donald, même si les questions agricoles ne l'ont jamais vraiment passionné, et même si le monde agricole américain trouve un petit peu douloureux d'être la victime expiatoire du conflit avec la Chine. Il est clair que la menace chinoise de taxer par exemple à 25% les importations chinoises de soja et donc de shifter les importations chinoises de soja des États-Unis vers le Brésil ne fait pas rire ni sourire dans le Kansas ou l'Iowa. Mais il y a toujours quand même un Farm Bill, dont la discussion d'ailleurs est pratiquement aujourd'hui au point mort. Là encore, un peu comme pour l'ALENA, ils ne vont probablement pas pouvoir accoucher d'un texte, et donc le Farm Bill actuel risque d'être prolongé d'une année, sachant que de ce point de vue-là, le grand point de divergence porte moins sur les problématiques agricoles, même si un certain nombre d'élus proches de Trump poussent à, notamment Patricio, sur le riz et le coton, où les aides agricoles américaines seraient encore renforcées, mais le grand point d'achoppement, c'est une partie que nous ignorons un petit peu en Europe, c'est toute la partie concernant l'aide alimentaire aux plus pauvres, c'est-à-dire les food stamps. Et c'est là que l'affrontement entre républicains et démocrates est probablement le plus violent. Et puis, il y a un autre point sur lequel il faut revenir, c'est qu'il y a un grand pays qui, lui, a une politique agricole qui est problématique et dont on ne sait pas très bien quelle est l'orientation. Ce pays, c'est la Chine. La Chine, je parle sous le contrôle de François, qui détient aujourd'hui 52% des stocks mondiaux de blé, ce qui doit faire de l'ordre de 200 millions de tonnes ou un truc comme ça. Alors je ne sais pas s'il est consommable ou pas consommable, ils ont plus ou moins réduit leur stock de maïs, mais la Chine a une politique agricole, même si nous en cherchons parfois un petit peu la cohérence. Donc le deuxième point, c'est la fin de la PAC européenne et puis quand même des débats de politique agricole qu'il faut quand même suivre dans nombre d'autres pays. Le troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est, et là je laisserai Yves Gégourel répondre à vos questions bien entendu, c'est ce que j'ai appelé la bulle des véhicules électriques. La bulle des véhicules électriques, vous avez un chapitre sur l'automobile, mais bon, un véhicule électrique, ça fonctionne avec quoi? Avec une batterie. Dans cette batterie, qu'y a-t-il? Dans la génération actuelle, c'est cobalt-lithium. Ah, où est-ce qu'il y a du lithium? Alors, il y a le triangle du lithium au Chili, il y a du lithium en Chine sur les hauts plateaux tibétains. Le problème de l'approvisionnement en lithium à court terme semble à peu près réglé, même si on a assisté à une flambée assez violente des prix. Le plus gros problème se trouve, à mon sens, sur le cobalt. Car la moitié des réserves mondiales de cobalt, et à peu près la même proportion en termes de production, vient d'un pays tout à fait sympathique où règne l'amour du prochain, qui est la République démocratique du Congo.
se pose nombre de problèmes à ce niveau-là, sachant que le principal producteur au Congo, et qui est un des acteurs majeurs sur le marché mondial du cobalt, ce sont nos amis de Glencore. Et donc, ce cobalt pose nombre de problèmes en termes géopolitiques, la stabilité de la RDC, toujours dans l'attente d'une élection présidentielle qui n'intervient pas. Le président Kabila a déjà dépassé son terme de plus d'une année sans que rien ne bouge véritablement. Donc, instabilité géopolitique, problème aussi de responsabilité sociale. On sait très bien qu'une partie du cobalt est produit par des mines artisanales, que les dites mines artisanales utilisent, oui, éventuellement le travail d'enfants, etc. Or, le bobo californien qui investit dans des véhicules électriques comme Tesla et autres, il ne veut surtout pas que ses batteries soient alimentées par du cobalt, lequel pourrait avoir des liens avec le travail des enfants. Et donc, là aussi, sur le cobalt, nous avons assisté à une flambée des prix, peut-être une des plus importantes d'ailleurs que l'on ait connues en 2017. Ajoutons à cela un certain nombre d'autres métaux qui sont éventuellement aussi directement concernés par le boom des véhicules électriques, où d'ailleurs la hausse des prix a été quand même moins sensible. Je pense au cuivre et je pense même au nickel. Et je vous rappelle que dans la configuration française, le nickel est un produit éminemment stratégique. Vous savez que notre président est allé à Nouméa récemment. Il va y avoir des élections, un référendum en Nouvelle-Calédonie à l'automne prochain. Indépendance, autonomie, etc. La question n'est pas encore totalement précise, mais le bonheur des Calédoniens se mesure aussi à l'aune du prix du nickel. Et donc, ce sera là quelque chose à suivre. Enfin, et je vais quand même arriver à m'arrêter, enfin le dernier point sur lequel je voudrais revenir, et que vous retrouverez d'ailleurs au fil d'un certain nombre de pages, c'est nous sommes dans un univers de marché et de marchés dérivés, bien entendu. Pendant longtemps, les marchés dérivés de matières premières, c'était Chicago, c'était New York, c'était dominé au fond par les deux géants, vous avez toutes les statistiques d'ailleurs dans Cyclope, par les deux géants que sont le CME, l'ex-Chicago Mercantile Exchange, qui maintenant étend sa tentacule aussi sur les marchés de New York, etc. Et puis l'ICE, l'Intercontinental Exchange. N'oublions pas quand même Euronext qui dans son petit domaine fait quand même mieux que figurer, notamment sur les prix du blé. Mais nous avions toujours une page, alors qui était un petit peu curieuse, dans laquelle il y avait les chiffres et les statistiques des 3 marchés à terme chinois, Shanghai, Dalian, Zhengzhou. Alors les chiffres étaient colossaux, mais on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. C'était des marchés en yuan, c'était des marchés limités aux acteurs chinois, d'acteurs chinois qui n'ont pas toujours totalement fait la différence entre Chicago et Casino, et où les autorités de régulation étaient quand même en général un petit peu en arrière de la main. La grande nouvelle, c'est que ces marchés dérivés chinois sont en train quand même de prendre aujourd'hui une importance de plus en plus grande, et une importance de plus en plus grande en dehors de la Chine. 2 événements récents dont Yves pourrait parler, bien entendu, certains d'ailleurs qui étaient mentionnés dans Cyclope, d'autres qui étaient en devenir, c'est l'ouverture d'un contrat de pétrole brut à Shanghai, qui pourrait devenir à terme le 3e contrat, puisqu'on a un contrat sur le Brent, un contrat sur le WTI, on n'a pas de contrat sur les bruts du Golfe, et donc ce contrat de Shanghai pourrait être la 3e partie, sachant que, pour la première fois, les acteurs étrangers sont autorisés à traiter sur le marché de Shanghai. Et puis, encore plus récemment, le principal marché à terme au monde de minerai de fer. Le minerai de fer, il est devenu une commodité il y a maintenant 7 ou 8 ans. Et aujourd'hui, le contrat de référence, c'est le contrat de Dalian. Là aussi, le contrat de Dalian est maintenant ouvert aux acteurs étrangers. C'est encore
pas grand-chose, mais cela veut dire que là aussi dans l'univers des marchés dérivés, le centre de gravité se déplace, il se déplace vers l'Asie, quelque part d'ailleurs cela va renforcer probablement encore un peu plus la position de Singapour comme hub du commodity trading, avec un rééquilibrage peut-être un peu quand même aux dépens de Genève, malgré tous les avantages de cette ville. Voilà quelques éléments que je voulais vous signaler. Au fond, quelle est notre vision? 10 ans après 2008, puisque c'est exactement 10 ans, il y a 10 ans exactement, nous étions, soyons honnêtes, dans une honnête euphorie. Au mois de mai 2008, jamais les prix des matières premières n'avaient été aussi élevés. Les taux de fret maritime, les taux du Baltique avaient atteint des niveaux, je me souviens, le Baltique, je vous rappelle qu'il est en base 1000 en 1984, on était à 12 000. À la fin 2008, on était tombé à 600. Et en 2016, on est tombé à 300. On doit se balader autour de 1000 aujourd'hui. Mais c'est vous dire le climat d'euphorie qui pouvait régner en 2008. J'aurais la cruauté d'ailleurs de vous dire que sur le Cyclope de l'époque, nous avions sous-titré avec une citation de Paul Valéry « Le temps du monde fini commence ». Là, on était quand même un peu juste. Voilà, il faut quand même le reconnaître. La phrase était jolie, elle reflétait bien l'ambiance de l'époque. Mais bon, 10 ans après 2008, la crise est bien oubliée. Même s'il en reste quand même une montagne de dettes qu'il faudra bien un jour régler. Je rêve d'un grand coup de grisou inflationniste. Le problème, c'est que je ne le vois pas venir. 4 ans après 2014. 2014, c'est le contre-choc sur les marchés des matières premières. 4 ans après 2014, on peut vraiment dire que cette page du choc 2006-2014, elle est bien passée et elle est derrière nous maintenant. Et sur les marchés, nous avons assisté à une consolidation depuis le point bas de 2016. Mais si l'histoire peut nous servir, en général, après des chocs comme ceux que l'on a connus, 2006-2014, les années 70, eh bien, on avait eu des phases de digestion, de consolidation beaucoup plus longues. Et il me semble que c'est là bien le cas. Même si les marchés sont livrés au quotidien à des tourments issus des mutations technologiques ou tout simplement des retournements géopolitiques. Alors, dans cette, je reviens sur le titre, le ciel rayonne, la terre jubile, n'oubliez pas que dans la jubilation, il y a toujours aussi un peu de folie. C'est par moments ce que nous vivons aujourd'hui sur des marchés qui restent totalement passionnants. Voilà, j'ai été atrocement long, je m'en rends compte, mais c'est, excusez-moi, le défaut d'un vieil enseignant. Je pense que vous aurez des questions, et puis surtout, je voudrais passer la parole au fur et à mesure des réponses à un certain nombre d'auteurs. Il m'a semblé, je ne l'ai pas salué, voir Denis Leuillet qui est arrivé. Donc Denis Leuillet, c'est l'homme de la banane, mais pas seulement de la banane, de l'ensemble des fruits tropicaux.